n'y a pas d'heure pour la littérature, et la littérature n'est jamais à l'heure, disait un célèbre penseur. Mais votre magazine favori sur RTI 1 a une heure, et vous êtes à la bonne heure. Au fil des pages, c'est tout de suite et maintenant. Merci d'être des nôtres. Ce soir, nous recevons une chef d'entreprise, reine du personal branding, femme inspirante. Il y a tellement de choses à dire sur elle. Nabou Fall, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présente. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est véritablement un plaisir. Merci. Vous parlez de cette toute première œuvre, Évasion virtuelle. Alors, le titre comme ça peut ne pas vous interpeller, mais je vous rassure, le contenu est très riche. C'est une histoire à laquelle je ne m'attendais absolument pas pour connaître l'auteur. Je me disais, voilà, ça allait être une œuvre plutôt lisse, avec peut-être des termes... bon, en tout cas... Du gros français. Du gros français. Alors, les choses. La plume, elle est très belle, le niveau de langue également, mais l'histoire, elle est passionnante. Mais quand je dis passionnante, c'est que je me suis laissée emporter par cette histoire qui... on en reparle dans quelques instants. On en reparle dans quelques instants, juste le temps de retrouver Renaud Kobia pour la première rubrique de l'émission. C'est le JT littéraire, vous le savez, nous nous rendons à tous vos événements littéraires et nous en faisons un compte rendu détaillé et fidèle sur ce plateau. Les griffes de l'orpaillage clandestin, c'est le titre du dernier roman de l'écrivain Makoba. Dans cette œuvre qui présente les conséquences de l'orpaillage clandestin, l'auteur raconte l'histoire d'un élève qui s'est laissé séduire par les sirènes de l'argent facile que procure cette activité. À travers son récit, il évoque les méfaits de ce phénomène pour les populations des localités où il accourt. Insécurité, destruction de l'environnement, trafic en tout genre, prostitution. Un écrivain n'écrit pas en vain. Pour écrire une œuvre, il faut donc en ressentir le besoin et avoir une motivation claire et inébranlable. Les griffes de l'orpaillage clandestin n'est pas le fruit de la pure fiction. Non, pas du tout. Elle part d'un social vécu. Pour l'auteur, ce phénomène doit être pris à bras-le-corps car si rien n'est fait, ses conséquences risquent d'être préjudiciables pour tous. L'orpaillage clandestin ne concerne pas seulement une seule localité en Côte d'Ivoire. Ne concerne pas seulement un seul pays en Afrique. Tous les pays, je dirais, qui sont à côté, les pays frontaliers, vivent aussi la même situation. Et l'activité a pris de l'ampleur à telle enseigne que les enfants de nos jeunes ne vont plus à l'école. C'est ce que je dénonce dans l'ouvrage. Est-ce que vous voyez? Parce que la place de l'enfant, c'est à l'école et non sur un site d'orpaillage clandestin. Au sortir de l'activité, les participants ont dit tout le bien qu'ils pensaient de cette œuvre et surtout, ils ont relevé la pertinence du sujet qu'ils traitent. Je demande à tout le monde d'acheter ce document, de le lire. Il est très facile à lire et il permet de comprendre beaucoup de choses. Et donc, ça sensibilise, ça éduque et ça permet à la jeunesse de s'adonner plus aux études qu'à aller à la recherche de l'argent facile. Nous sommes dans des régions où nous vivons avec les communautés riveraines. Nous sommes dans une région où nous nous investissons avec nos communautés au profit de la jeunesse. Nous contribuons avec le ministère des Mines et le ministère de l'Éducation nationale à l'extension de la carte scolaire, à l'animation pédagogique. Donc nous avons pensé que ce serait notre contribution d'aider l'auteur à parler au cœur des enfants, au cœur des jeunes, mais aussi au cœur des parents, au cœur de nos communautés, pour porter le message de l'intérêt qu'il y a à privilégier l'éducation, à privilégier l'école et à aller vers l'orpaillage ou l'activité minière avec un rudiment de connaissances. C'est à ce moment-là seulement qu'on crée un cercle vertueux pour l'économie nationale. Merci Renaud. Je vous rappelle que pour cette rubrique, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Si vous avez des cafés littéraires, vous avez des conférences de presse, des sorties d'ouvrages, n'hésitez pas à nous contacter. Renaud sera en votre compagnie. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, Évasion virtuelle signée Nabou Fall, c'est l'œuvre qui nous réunit aujourd'hui. Alors, comment vient l'idée d'écrire cette œuvre? En fait, je me suis dit qu'on avait besoin de parler de la femme africaine contemporaine. Je voyais beaucoup de livres où la femme africaine était toujours une victime, et une victime misérable, qui souffrait de tous les maux du monde. Alors qu'il y a bien sûr des femmes africaines qui souffrent, mais la femme africaine, elle est multiple, elle a plusieurs visages. Et je voulais que des femmes comme vous, comme moi, qu'on se reconnaisse et qu'on retrouve un peu de nous dans
une histoire qui est une histoire de tous les jours, de nos vies quotidiennes. Et vous l'avez écrite en combien de temps? En plus, j'ai pris mon temps en fait, parce que j'ai écrit, j'ai laissé tomber, j'ai écrit. Donc j'ai pris quelques temps quand même pour l'écrire. Enfin, je ne l'écris pas longtemps, mais j'ai pris du temps pour le faire publier. En tout cas, l'œuvre, elle est publiée et disponible chez tous vos bons libraires. Vous parlez donc de cette femme africaine multiple, plurielle que vous vouliez mettre en avant. En l'occurrence, l'héroïne de notre ouvrage, c'est Fanny. Et vous disiez que vous ne vouliez pas dépeindre la femme africaine comme une victime. Mais en début d'ouvrage, Fanny apparaît comme une victime, victime de son mariage, victime du carcan de la société, parce que c'est une femme au foyer. Elle a fait des études, de très bonnes études d'ailleurs, en histoire d'art, mais elle décide de se consacrer à son foyer, à ses enfants, à son mari. Et à un moment, elle commence à s'ennuyer dans cette vie. Moi, je dirais qu'elle est victime de sa lâcheté. Elle est victime de sa lâcheté, comme beaucoup de femmes. On refuse de vivre pour nous. Donc, on vit toujours pour que les autres pensent de nous que nous sommes des femmes, entre guillemets, ce que la société dit bien. Et cette année, le thème de la Journée internationale de la femme, c'était briser les préjugés. Elle vit pour rester conforme au jugement qu'on va donner d'elle. Voilà. Dans nos sociétés traditionnelles, justement, on a appris aux femmes à rendre les autres heureux, mais pas elles-mêmes. Donc, on a appris dans les sociétés traditionnelles aux femmes à rendre le mari heureux, à rendre la belle famille heureuse, à rendre les enfants heureux. Mais beaucoup de femmes se sont oubliées et ça a été un peu le cas de Fanny également. C'est le cas quand on est dans l'avion, on nous dit de mettre le masque à oxygène sur notre nez avant même de le mettre à notre enfant. Et c'est ça en fait. Les femmes essaient de sauver tout le monde, de s'occuper de tout le monde, de mettre de l'oxygène à tout le monde et elles se laissent mourir. Et donc c'est l'histoire de Fanny, on l'a dit, on a planté le décor, mariée, femme au foyer avec un homme nanti, en tout cas pas de soucis financiers, deux beaux enfants en pleine santé, jusqu'à ce qu'elle qu'elle retrouve un amour d'enfance, un amour de jeunesse. Absolument, un amour de jeunesse qui va lui rappeler qui elle était et ce qu'elle a pu ressentir, qui lui a rappelé ce que c'était que vraiment aimer et ce qu'elle avait vécu avec cette personne et ce qu'elle avait c'est surtout des émotions. Et le rappel des émotions, le rappel de ce qu'on est capable de ressentir nous dit que la situation dans laquelle on est, finalement, c'est pas vraiment de l'amour. On est plus dans le paraître, on est plus dans la façade, mais est-ce qu'on est en train de réellement vivre sa vie? Comme on le dit toujours, quand on est très jeune, on se dit « j'ai envie de vivre le grand amour ». Alors, elle est mariée, on le dit, son grand amour qu'elle retrouve l'est également. Et comme par coïncidence, elle découvre à ce moment-là que son mari, qui voyage beaucoup, a eu une histoire d'amour très passionnelle, très enflammée avec une jeune Congolaise. Et elle décide peut-être de se venger, ou en tout cas de profiter de l'instant. Elle décide, elle aussi, de vivre. C'est surtout ça. Ce n'est pas vraiment de la revanche, ni de la vengeance. C'est tout simplement laisser libre cours à ses émotions et à son ressenti et se dire pourquoi est-ce que je me prive de ma vie, finalement. Donc, elle retrouve cet homme. Tout de suite, l'étincelle renaît, le brasier rejaillit. Elle est pour la première fois, depuis toutes ces années de mariage, elle est pour la première fois infidèle. Mais il y a un paradoxe parce qu'à la fois, elle ne regrette pas du tout cette infidélité, mais elle s'en repent. Elle est humaine. Est-ce que vous connaissez un humain qui ne pêche pas? Comme on dit, jette la première pierre si tu n'as jamais péché. Il y a différents types de péchés, mais le repentir dans toutes les religions est la voie du pardon. Pardon divin, on le cherche. Mais est-ce qu'on doit regretter ce qu'on a fait? Parce que ce sont des actes qu'on a posés, finalement. Mais en fait, à la fois, elle se repent, mais elle n'a pas l'intention d'arrêter. Elle ne sait pas ce qu'elle a l'intention de faire, en fait. Le paradoxe. Elle n'a pas l'intention d'arrêter parce qu'elle revit une seconde jeunesse. Elle revit des émois oubliés. Son mari qui la délaisse depuis un certain moment, avec lequel ne partage même plus sa couche. Et elle revit des sensations charnelles qui sont très bien décrites d'ailleurs, soit dit en passant. Et
Pendant ce temps, l'amant en question, M. Thierry, il est également marié. Mais son mariage à lui est un mariage de façade. Sa femme et lui ne s'aiment pas vraiment. En tout cas, lui ne l'aime pas. C'est un mariage d'intérêt. Son beau-père est un homme très puissant, un ministre influent qui lui a ouvert la porte de la richesse, du pouvoir. Donc finalement, tous les deux s'accommodent de la situation. Elle également, elle a des amants. Absolument. C'est un couple qui s'est dit, on est ensemble, c'est un partenariat. Et il y a beaucoup de couples comme ça qui sont des partenariats. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, tout ce qu'on semble penser d'un couple, quand on va un peu plus près, quand on met la loupe, on se rend compte que ce n'est pas réellement ce que nous pensions. Et surtout, la fissure dans ce couple-là vient de l'incapacité pour la femme à donner un enfant à ce mari, et surtout à elle-même, parce qu'elle veut un enfant, elle essaie beaucoup de traitements, elle essaie beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et la fissure du couple vient de là, parce que lui, finalement, il s'en accommode et il n'est pas très regardant sur l'histoire. Il se dit, bah, tant pis si on ne peut pas avoir d'enfant. Mais elle en veut un, donc ça les éloigne. Absolument. C'est aussi un problème de société qu'on vit très souvent dans beaucoup de couples en Afrique. Les femmes n'arrivent pas à enfanter. Des fois, on pense que c'est la femme le problème. Des fois, en fait, c'est le mari. Bon, dans ce cas-là, c'est pas vraiment ça la thématique. Mais c'est vrai que ça peut créer un fossé dans le couple. Et surtout, on a tendance, nous les femmes, à penser qu'on n'existe pas en tant que femme si on n'a pas eu d'enfant. Et ça aussi, c'est un thème qui est abordé dans le livre. Exactement. Les femmes ont tendance à se voir, et la société ont tendance à voir les femmes sous le prisme de la maternité. Et bien souvent, on dit, oui, mais les femmes sont nos mamans. Mais non, les femmes sont les mamans de leurs enfants. Il faut respecter les femmes parce qu'elles sont des êtres humains, tout simplement. On n'a pas besoin de voir par ce prisme-là pour respecter la femme. On en revient dans quelques instants, beaucoup de sous-thèmes abordés. Pour leur seconde rubrique, dis-moi ce que tu lis. Le principe, il est tout simple, vous le connaissez. Une personnalité publique accepte de nous dire ce qu'il lit en ce moment. Je suis Dr Khan Aminata, je suis chirurgien dentiste à l'UFR d'odontostomatologie. Le livre dont je vais vous parler s'intitule « Petit éloge de la responsabilité ». Il a été écrit par Sophie Chiche et Marc Samuel et paru aux éditions Nouveaux Horizons en 2008. Ce livre, je l'ai lu en 2009, j'étais alors étudiante et il a profondément changé mon rapport à la vie, à la responsabilité. Il y a une phrase qu'on peut lire à la page 23 et qui dit « Dans une avalanche, aucun flocon de neige ne se sent responsable ». Pourquoi ce livre a changé mon rapport à la responsabilité? Parce qu'il a parlé d'une boucle de la victimisation et d'une autre boucle qui est celle de la responsabilité. Face à une situation, nous avons tendance à jouer les victimes. C'est la situation la plus confortable qui soit, qui veut que nous nions la situation, que nous tentons d'accuser d'autres personnes, que nous tentons de nous justifier, que nous nous dérobions de sorte à ne pas assumer notre part de responsabilité. À côté de cela, il y a la boucle de la responsabilité qui veut que nous reconnaissions le problème existant, que nous l'approprions, que nous passions à l'action, bien sûr, en prenant le temps de pardonner. Parce qu'il peut arriver qu'on ait envie de pardonner sans pouvoir y parvenir. Donc ce livre a été pour moi une véritable bouffée d'oxygène qui a impacté ma vie à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau professionnel et au niveau également social dans mes entreprises. Lorsque je suis face à une situation, face à un problème, déjà mon regard sur le problème est que ce n'est pas un problème, c'est une opportunité de faire mieux. L'autre chose, assumer ma part de responsabilité, ce n'est en rien être coupable de la situation. Ce n'est pas en allant chercher des coupables que je vais résoudre le problème. La situation est là. Qu'est-ce que je fais pour l'améliorer? Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Donc, j'assume ma part de responsabilité. C'est donc un livre que j'invite chacun et chacune à lire parce que, comme les auteurs le disent, il s'agit de prendre sa vie en main et d'accomplir ce qui compte vraiment pour soi. Et de sorte que nous arrivions au soir de notre vie en ayant beaucoup de fierté de ce que nous avons accompli, car c'est ce qui compte au final. Retour sur le plateau avec notre invité Nabou Fall, avec qui on parle de évasion virtuelle. On en était donc à la description et à la psychologie des différents protagonistes de l'œuvre. Il y a une jeune dame qu'on n'a pas encore citée, la meilleure amie de notre héroïne, qui, on va dire,
a une personnalité, ou en tout cas une vie aux antipodes de celle de sa meilleure amie. Autant Fanny est mariée, mère de 2 enfants, autant son amie est célibataire, elle veut se marier, elle enchaîne les relations qui n'aboutissent pas au mariage. Et à un moment, elles se rendent compte qu'elles ont tendance à s'envier toutes les deux. Autant elle envie le mariage et la vie stable de son amie, autant son amie, Fanny, donc, qui s'ennuie dans son mariage, envie un peu sa liberté. C'est ça, on n'apprécie jamais ce que l'on a et on ne vit pas dans l'instant présent, mais on vit toujours dans la vie de l'autre. Et en fait, je me dis, si chacun prenait le temps de savourer ce qu'il avait, ce serait tellement plus équilibrant pour chaque personne de pouvoir se dire finalement, c'est la vie que j'ai. Il y a des chemins différents. Ma vie ne peut pas être la vôtre, ma vie ne peut pas être la vie de quelqu'un d'autre, mais c'est ma vie. Et quel que soit mon chemin, je l'apprécie et je rends grâce pour ce chemin. Parce que finalement, le plus important, c'est d'être vivant et en bonne santé. Exactement. Adé, c'est le nom de cette meilleure amie, a également une nièce qui, par un hasard total de circonstances, s'avère être une amante de l'amant de Fanny. Mais c'est une jeune fille qui est plutôt perturbée mentalement, qui a été nourrie d'espoir quand même par Thierry, parce qu'il n'est pas totalement innocent dans la psychose de la jeune dame. Il lui fait croire que cela pourrait aboutir à quelque chose de sérieux en tout cas, et elle y croit. Elle y croit fermement, malgré toutes les tentatives de Thierry pour la repousser quand il retrouve son amour Fanny. Elle y croit et elle va jusqu'à tenter de détruire le mariage de Fanny. Mais en fait, ce que j'évoque dans ce personnage, c'est les traumatismes de l'enfance, les traumatismes relationnels et comment est-ce que ces traumatismes peuvent avoir un impact sur la façon dont on vit une relation hypothétique avec quelqu'un. Elle est dans ce qu'on appelle une pathologie qu'on appelle l'érotomanie, où on est persuadé que quelqu'un nous aime. C'est vrai qu'il a nourri peut-être des espoirs, mais qu'elle a vu beaucoup plus loin que ça. Donc, ce sont des situations, des choses qu'on vit au quotidien et qui existent dans nos sociétés, dans nos villes. Ça arrive à nos amis, ça arrive à nos frères. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Alors, on a parlé de Fanny, on a parlé de Thierry, on a parlé de Adé, de Léa. On n'a pas encore parlé de John, qui est le mari de Fanny. Donc, c'est un homme qui est prospère, on l'a dit, qui est nanti financièrement, mais qui a un caractère bien particulier, avec pour trait dominant l'égoïsme. Il est profondément égoïste, il ne vit que pour lui, sa femme est un trophée, il ne veut pas qu'elle travaille, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle ne travaille pas. Au début elle accepte, finalement ça finit par lui peser. Ce personnage, je l'ai trouvé également très très intéressant, parce qu'à première vue, on aurait pu penser que c'était un mari parfait. Dans notre société, c'est ce qu'on appelle un mari parfait. Mais c'est un homme qui se nourrit de son ego. Tout s'est tourné vers lui, ce qu'il fait, qui il est, et sa femme doit être le reflet de sa réussite, en fait. Il est égoïsme, nourri d'un ego surdimensionné, et des John, on en rencontre tous les jours. Ils sont à tous les coins de rue. Alors, Thierry, ce fameux Thierry, que j'aime pas beaucoup décidément. Moi, je l'aime bien. Donc, déjà, qui est marié, qui retrouve son amour vraiment, il faut dire qu'il n'a pas été à la base de sa séparation avec Fanny, mais plutôt la mère de Fanny. Donc, il a souffert pendant des années, il a recherché, sa mère faisait tout le temps barrière. Donc, finalement, il a laissé tomber, il a construit sa vie et il la retrouve, il est embarqué par un tsunami d'amour pour elle, il ne vit que pour elle, il ne respire que par elle. Mais, à contrario, pour éviter de se laisser submerger justement par cet océan d'amour, il se perd dans des lagunes de jeunes filles, pour être imagé. En fait, c'est la peur de l'attachement, la peur de ressentir ce qu'il ressent et la peur de se dire que je peux être contrôlé par mes sentiments. Et je reviens encore, c'est un peu de psychologie, je ne suis pas psychologue, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment... Souvent, on a peur de se dire on va aimer une personne et cette personne va contrôler nos émotions et finalement, on va se perdre dans ça. Et d'une certaine façon, pour ne pas être perdu, on se disperse pour pouvoir ne pas rester dans une relation et ne pas vivre l'amour. Diluer ses sentiments. Diluer ses sentiments, exactement. Trop fort envers... Exactement, et ne pas s'accrocher en fait. Et c'est la peur, c'est toujours la peur de perdre quelqu'un, c'est la peur de l'abandon, la peur du rejet qui fait qu'on peut, humainement, en tant qu'humain, il y a ce genre de comportement que certaines personnes peuvent avoir.
Pour parler encore de l'égoïsme de John, on revient à lui, il est tellement égoïste que lorsque Léa lui dévoile la relation adultère de sa femme avec Thierry, il n'y croit pas parce que pour lui, c'est impossible qu'elle ne voie, qu'elle voie quelqu'un d'autre que lui. Pour lui, elle ne vit que par lui, elle ne respire que par lui. Donc c'est inconcevable. Et d'ailleurs, Fanny en ressent de la peine et un peu d'agacement de se dire, mais mon homme n'est même pas capable de penser que je puisse le tromper. Je connais beaucoup d'hommes comme ça. beaucoup d'hommes africains. Ils n'ont pas envie d'imaginer, ils ne veulent même pas y croire parce qu'ils se disent que ce n'est pas possible. En fait, dans notre imaginaire, dans notre culture, dans notre éducation, la femme est toujours auréolée de cette virginité, de cette pureté, de l'incapacité à transgresser les interdits, et alors que la femme est un être humain. De la même façon qu'un homme peut avoir des envies, quand un homme ne touche pas sa femme pendant un moment, il ne faut pas que l'homme pense que c'est lui seul qui peut. Hein. Tout le monde peut. Non, c'est une réalité. Réalité très bien décrite dans cette œuvre. C'est un chassé-croisé de relations ambiguës qui s'emboîtent, se désemboîtent. Finalement, tout le monde est infidèle dans cette affaire. À commencer par John, puisque c'est le premier dont l'infidélité est dévoilée. Fanny ensuite, avec Thierry, qui est lui-même marié et donc qui trompe sa femme, et sa femme elle-même qui se fait plaisir ailleurs. Oui, mais en fait, l'infidélité, c'est juste un prétexte. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Le fond de l'histoire, c'est comment est-ce qu'une rencontre permet à une femme de se retrouver, en fait, et de recommencer à exister. Parce que quand elle se sépare de son mari, ce n'est pas pour aller directement dans les bras de Thierry, c'est pour se reconstruire et reconstruire son identité de femme. Donc, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui, au bout d'un moment, ose affirmer son identité. Parce que finalement, on est tous en train de porter des masques dans la société, de faire semblant de vivre des vies qui ne sont pas nos vies. C'est pour ça que tout le monde, dans ce livre, tout le monde est fake. Exactement. Et c'est quand chacun se réapproprie son identité et accepte de vivre son vrai vécu, la vie qu'il a envie de vivre, qu'il y a une reconstruction, en fait. Très belle leçon. Je vous invite à lire l'œuvre. Dernière pause de cette émission, toujours avec Renaud Kobia qui sillonne les rues d'Abidjan. Il vous pose une question et si vous avez la bonne réponse, vous remportez une œuvre littéraire. C'est parti, question pour un livre. Coucou Eva, nous sommes aujourd'hui dans la commune d'Adjamé, la cité commerciale du district d'Abidjan. Vous voyez la mairie d'Adjamé derrière nous. Et c'est ici qu'aujourd'hui nous allons tester la culture littéraire de quelques personnes que nous allons rencontrer. La question du jour, c'est qui a écrit l'œuvre La formation d'un peuple? Est-ce Pierre Kipré, Fatou Boli ou Farga Sansandé? Suivez-nous, vous le saurez. Fatou Boli. Farga Sansandé. Je crois que je ne vais pas me tromper. Pierre Kipré. J'ai gagné. Fatou Boli. Fatou Boli. Oui. Ça me surprend. Pierre Kipré. Pierre Kipré. La formation d'un peuple, c'est Pierre Kipré. Bien. Bravo à moi. Merci à Renaud et merci également à vous qui n'avez pas hésité à vous prêter au jeu. C'est la dernière partie de l'émission déjà. Je l'ai dit, cette œuvre, elle est tellement riche, il y a énormément, mais énormément de rebondissements. C'est une œuvre surprenante, l'histoire également. J'aime bien le mot. Ben oui, elle est, pour le coup, moi je lisais, je faisais... Il y a toujours un rebondissement. Voilà, un rebondissement, toujours quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. Alors, on ne va pas dévoiler la sève de l'œuvre, toute la sève, en tout cas, on va garder encore beaucoup de jus pour les téléspectateurs, je vous rassure. On a parlé certes de beaucoup de choses, mais il y a encore énormément de choses à découvrir dans l'ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? S'il n'y avait qu'une... alors, non, deux. S'il n'y avait que deux leçons à retenir de cette œuvre. Osez être vous-même et écoutez votre cœur et suivez le chemin que vous avez envie de suivre. Ce sont les deux leçons qu'on retient dans le livre. S'affirmer, vivre pour soi et non pas dans le regard des autres. Et deuxièmement, il vaut mieux
vivre sa vie que vivre la vie de quelqu'un d'autre. Exactement. Parce que sinon, on finit par tromper et par vivre une vie de mensonge, finalement. On peut se tromper pendant un certain temps, mais pas toute sa vie. Exactement. Et quand on se trompe trop tard, bien souvent, il peut être trop tard pour rétablir les choses. Absolument. Donc autant le faire le plus tôt possible. Voilà. Évasion virtuelle, c'est cette œuvre que je vous recommande fortement, disponible chez tous vos bons libraires, signée La Grande, la reine du personal branding, Nabou Fall. Merci, Merci pour votre Eva. présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Surtout un plaisir de lire cette œuvre. Merci de m'avoir reçu et c'était un très bel échange. Merci. Merci. Je vous rappelle que cette émission a été réalisée par Jacques Brou et Larios Cobon. On se retrouve dans 2 semaines, même heure, même antenne. D'ici là, lisez.